bienvenue dans votre émission littéraire Portrait l'ivresse, l'art de capturer l'essence du lieu et transcender avec les mots. Aujourd'hui dans Portrait l'ivresse, nous voyageons dans un univers où la gravité peut écraser un homme, où les pouvoirs révèlent les faiblesses et où le combat est autant intérieur qu'extérieur. Né de l'imaginaire et passionné par les univers futuristes, notre invité s'est imposé comme une voix montante de la science-fiction. Nourri par la technologie, les enjeux humains et les interrogations identitaires, il s'empare du genre pour le pousser vers une nouvelle dimension plus sensible, plus sociale. Avec son roman Enfant du firmament, Curtis Nain nous propose une aventure rythmée qui questionne nos cœurs de lecteurs. Zéhiblit, orphelin depuis une attaque meurtrière du Sud, rêve de devenir soldat d'élite pour défendre l'Alliance et honorer la mémoire de sa famille. Après une longue formation, il rejoint ses meilleurs amis sur Polaris, la planète capitale, et espère intégrer les prestigieux commandos, les Red Ops. Lors d'une grande cérémonie militaire, une apparition inquiétante du roi Miri du Sud projette la galaxie dans la panique. Le roi Zhang a disparu et la guerre menace de reprendre. À bord du vaisseau ultra technologique Vespervine, Zéhiblit et ses amis sont envoyés sur Elbir, planète minière présentée comme un modèle de réussite. La réalité est tout autre. Pauvreté extrême dans les faubourgs, mines qui enrichissent uniquement l'élite, peuple opprimé, les verdistes, mensonges d'État, propagande militaire. Ils comprennent que l'alliance qu'ils défendent n'est peut-être pas aussi juste qu'on le leur a enseigné. Fiction futuriste? Ben oui. Mais miroir de notre monde aussi. Installez-vous, attachez vos ceintures. Nous quittons l'orbite du quotidien pour voyager dans un monde où le courage défie la gravité. Clap sur notre invité. Bonjour Curtis. Bonjour, merci de me recevoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de votre livre Enfant du firmament. Avant de parler du livre, Curtis, nous avons lu la biographie. Vous nous dites que vous êtes passionné depuis l'enfance. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous partager quelques bribes de cette enfance entourée des livres? Alors, j'ai commencé à lire, je dirais, vers l'âge de 4 ans. D'accord. Donc, j'étais dans la grande maison familiale à l'époque, avec mes oncles, mes tantes, les grands frères et les grandes sœurs plus âgées, avec leurs livres de lecture, leurs livres de cours, leurs romans à eux, leurs bandes dessinées, des magazines sportifs. Donc, très tôt, le goût de la lecture est venu. Je lisais tout ce sur quoi je pouvais poser la main. Donc les encyclopédies, les romans, les pièces de théâtre et les magazines, comme j'en ai parlé également. Je lisais tout cela. Et ensuite, ma mère m'avait inscrit à la médiathèque du CCF à l'époque. Donc chaque mercredi et les samedis également, là on est plus vers l'âge de 6-7 ans, j'y passais quelques heures. Et ces heures-là, je les passais à lire des bandes dessinées, des romans. Et parfois, je m'infiltrais un peu chez les plus âgés de l'autre côté. Parce que je trouvais que les bandes dessinées qui étaient disponibles là-bas et les romans étaient bien plus intéressants. Ouais. C'est ainsi que très tôt, j'ai rencontré la saga de roman Dune de Frank Herbert. Donc, c'est l'une de mes grandes sources d'inspiration très tôt, avant même de commencer à regarder les grands films, les grandes séries de science-fiction à la télévision. Donc, qu'il s'agisse de Star Wars, Star Trek, qu'il s'agisse de grands films d'action des années 80 et 90, qui jouent un peu avec des univers futuristes, mais toujours dans une visée de dénonciation. Exactement. Des travers du présent. Donc, je dessinais moi-même des bandes dessinées. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, la plume a gagné en épaisseur, gagné en profondeur. Et aujourd'hui, je présente mon premier roman. Et donc, dans vos propos, vous disiez que vous dessinez. Et où est passé ce crayon finalement? Bon, le crayon, il s'est noyé il y a 10 ans. D'accord. Disons qu'avec avec les occupations,
notamment au niveau de l'université, la recherche d'un travail, les diplômes à poursuivre. Au fur et à mesure, j'avais de moins en moins de temps pour dessiner. D'accord. Et puis, on va pas se cacher, le dessin, c'est une activité plutôt chronophage. Exactement. Donc, quand on est un peu paresseux, quand on est un peu occupé, attiré par d'autres feux, on a un peu moins de temps à y consacrer. Et si on ne nourrit pas le dessin, on le perd. Exactement. Et Curtis, derrière les mots dans votre quotidien, vous êtes quel genre d'écrivain, vous? Est-ce que vous écrivez la nuit? Est-ce que vous écrivez la journée? Vous écrivez à tout bout de champ? Ou dans le sac, vous avez un carnet? Ouf! Quotidiennement, en tant qu'écrivain, je préfère écrire de nuit. D'accord. Avec les esprits, on dit qu'il y a plus de concentration. Moi, il y a surtout moins de bruit. Oui. Et puis, cela me permet de m'asseoir et rassembler toutes les idées qui ont trottiné dans ma tête au cours de la journée. Je m'inspire pas mal de mon quotidien, donc les histoires que j'entends autour de moi, les événements que je vois avec mes propres yeux, ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je lis pendant la journée, notamment dans l'actualité. Donc le soir, quand j'arrive à la maison, si j'ai l'opportunité de m'asseoir pour écrire, parce que voilà, depuis mon retour au Gabon, il y a la variable SEG qui se met à la place. Donc, mais avant, c'était ça, 21h ou 22h, j'avais ma petite routine, parce que écrire, c'est une habitude. Oui, exact. Écrire, c'est une habitude, donc j'avais déjà façonné ma routine à moi. 21h, 22h, je m'asseyais et j'écrivais. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous venez avec un roman de science-fiction. Qu'est-ce qui a déclenché en vous cette envie d'écrire de la science-fiction aujourd'hui? Et pourquoi pas tout simplement un roman réaliste, ou bien on va dire fictionnel, bien de la romance et autres? Pourquoi est-ce qu'il y a de la science-fiction? Par rapport aux thématiques D'accord. que je traite dans le récit, donc dans ce premier tome et également dans les suites, qui apparaîtront bientôt, c'est-à-dire que ce sont des thématiques qui, si on les aborde de la manière la plus frontale, cela peut causer des réticences, cela peut causer des résistances. Ça peut causer des frustrations chez les personnes qui se reconnaîtront peut-être. Donc, en plaçant le récit dans un univers de science-fiction, en plaçant ces thèmes dans cet univers-là qui est détaché du nôtre, mais pas vraiment, et on met une certaine distance qui libère la parole par rapport aux thématiques observées, par rapport aux thématiques traitées, et aussi, voilà, vous avez lu le texte. Il y a beaucoup de commentaires de l'actualité, des thèmes très contemporains. Et très poussés même. Exactement. Donc, il fallait prendre un peu de distance pour ne pas causer des réactions épidermiques chez les lecteurs qui pourraient se sentir directement concernés. Et puis, ça c'est vraiment la deuxième raison, la raison la plus terre à terre. Au moment où je concevais cet univers-là, je me suis rendu compte peu à peu des déséquilibres qui pourraient subvenir dans le récit et des questions qui seraient soulevées par rapport au niveau de puissance de certains personnages et l'ampleur de l'univers présenté. Donc, par exemple, de manière toute bête, parce que ça, c'est une approche que j'aime emprunter quand je suis tout seul ou quand je travaille avec d'autres auteurs dont je suis bêta-lecteur. Je me dis souvent que ce n'est pas moi qui l'ai découvert, mais c'est une observation très classique. Si la construction de l'univers s'effondre à partir d'une seule question, il y a un problème. Là, la question à laquelle je me heurtais au départ, avant même d'entamer la rédaction, c'était que si certains personnages sont capables de se déplacer à des vitesses aussi élevées, qu'est-ce qui les empêche d'apparaître instantanément là où se trouvent leurs adversaires, de se battre et mettre leur récit? La réflexion s'est poussée et l'ampleur du récit a augmenté. Or, en augmentant, il fallait maintenant développer de nouveaux moyens de locomotion. Donc là, la réflexion a embrayé, on était maintenant à la 3e ou à la 4e vitesse. Donc on passe à la 5e vitesse. Passons sur l'univers de science-fiction. Parce qu'au départ, c'était purement du fantastique. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui de vos lecteurs, du regard des lecteurs avec le genre dans lequel vous vous lancez? C'est-à-dire, on sait que la science-fiction, c'est un genre moins développé au Gabon. Comme je l'ai dit précédemment, non.
Parce que aujourd'hui, je pense que c'est aussi une question de perspective. Beaucoup de gens lisent du fantastique et de la science-fiction sans savoir que c'est du fantastique et de la science-fiction. Par exemple, les fameux mangas japonais qui sont très populaires aujourd'hui. Ce sont des lectures qui aujourd'hui présentent du contenu qui entre dans le registre du fantastique, qui entre dans le registre de la science-fiction, mais sans forcément être sous la forme d'un roman. Mais vu qu'il y a les dessins, ça parle plus facilement à un lectorat qui n'est pas forcément attiré par les romans. D'accord. Partant de ce constat, je me dis que c'est une question de présentation, c'est une question de discours. C'est une question de discours. Donc, quand on rencontre ce lectorat-là, et j'ai fait l'expérience sur certains festivals depuis l'apparition du roman ici, on arrive à trouver les bons mots. Et quand on a, par exemple, j'avais fait faire des dessins de personnages pour illustrer un peu lors des discussions sur les festivals avec les potentiels lecteurs. Donc ça devient d'un seul coup beaucoup plus parlant. Même si les personnes ne sont pas habituées au roman, au format roman. Mais ce sont des univers qu'elles ont l'habitude de fréquenter, mais pas forcément sous cette forme-là. Alors, c'est vraiment une question de perspective. Bien sûr. Aujourd'hui, je vais achever ma réponse sur ce point-là. J'ai presque écoulé le stock de romans que j'ai reçu de la part de mon éditeur en même pas 6 mois. D'accord. Donc ça me dit... Vous avez reçu combien d'exemplaires de la part? Une soixantaine. Soixantaine d'exemplaires que vous avez écoulés. Est-ce que vous espérez que votre livre soit mis au programme? Non, ce n'est pas un livre pour gamins. Oh non, rien que sur ce détail-là, c'est impossible. Je ne pense pas. C'est vraiment pas un livre pour l'école, pour enfants, pour adolescents. Non, c'est un livre qui s'adresse à un public adulte. Généralement, quand un auteur choisit son lectorat, il va placer l'âge de son lectorat à plus ou moins 2 ans. Oui, l'âge de son personnage principal. Or, dans le récit, la plupart des personnages ont 20 ans. 20 ans ou 19 ans. Seul Iria en a 16. La plupart ont 20 et 19 ans. C'est-à-dire que le récit se place directement sur les jeunes adultes. Alors, concernant la couverture, vous avez une très belle couverture. Moi, pour moi, la couverture, c'est on va dire quoi, c'est la vitrine, voilà, du livre d'abord pour marketing. Et on a toujours besoin d'une telle couverture pour appâter les lecteurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette couverture, l'illustrateur et autres? Bon, la couverture, comme vous l'avez dit, c'est les vitrines du récit. Donc, au niveau du processus éditorial avec la maison d'édition, il fallait imaginer une nouvelle couverture en vue de l'apparition du roman. Donc, j'ai eu différentes propositions au sein de la maison d'édition, l'équipe graphique. Et je vais pas vous mentir, je n'étais pas vraiment emballé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai posé la question, franchement, est-ce que je connais un artiste, est-ce que je peux le contacter pour réaliser la couverture? Et on vous enverra les propositions au fur et à mesure. Ils m'ont donné le feu vert. Donc, j'ai directement appelé Louis Essongué, qui est ici un librevieillois, un dessinateur et auteur gabonais, qui a signé déjà plusieurs chapitres de sa bande dessinée Renjego. Et on s'est mis au travail. Donc, au fur et à mesure, on a affiné la proposition par rapport aux exigences de la maison d'édition, notamment par rapport au format, pour avoir de la place à l'arrière pour la 4e de couverture, et pour également le logo de couleur par rapport au titre, ainsi de suite, qui était proposé. C'est l'éditeur qui a donné le code couleur. Oui. En fait, c'était de concert. Parce qu'au fur et à mesure, quand on voyait les propositions, eux aussi, ils affinaient la proposition pour le code couleur. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec du blanc, et du blanc, du noir et du bleu. Et maintenant, sur le dessin, un mot dessus? C'est Adi. Je m'apprêtais déjà à dire que c'était de toute façon, j'avais déjà imaginé que c'est une autre entité. Et comme le récit, justement, disons que c'est un personnage qui apparaît vers la fin. Donc, idée artistique, j'ai demandé au dessinateur s'il n'était pas mieux de juste faire apparaître une silhouette, mais avec quelques détails qui suggéreraient que ce n'est pas exactement une personne humaine qui est là, en fait. Quelque chose qui va attirer l'attention, qui va faire
germer quelques questions dans les esprits des personnes qui rencontreront la couverture. Donc on a juste mis une silhouette, mais avec quelques détails qui, lorsqu'ils sont observés de plus près, permettent de savoir que, ah oui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Merci beaucoup à Curtis Nina pour toutes ces explications. Alors, on a le titre Enfant de firmament, qui ici un peu relève de la grandeur, un peu de la grandeur et de la fragilité de la vie. Et aussi, quand on dit firmament, c'est vrai que ça s'étend un peu à l'infini. Je me suis posé la question, vous qui avez décidé d'intituler votre titre Enfant de firmament, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Oh. C'est l'infini, c'est la grandeur, comme vous l'avez dit. C'est l'enfant face à l'infini. Le minuscule être humain face à l'univers qui s'étend autour de lui. C'est là, pourquoi ils sont jeunes? Parce que la jeunesse, on est sur des idées de potentiel, sur des idées de vertu, sur des idées de candeur, d'innocence, d'absence de corruption encore. Et là, justement, sur cette jeunesse qui est poussée à agir et qui, pour devoir bousculer le monde face à elle qui est en train de sombrer, doit justement avoir en elle la capacité d'agir. C'est-à-dire que là, c'est un peu, comment dire ça, de manière symbolique, c'est le contre-pied de la réalité où beaucoup de jeunes, notamment ceux de ma génération, se sentent un peu impuissants face au contexte dans lequel nous vivons, face aux événements que nous subissons, un peu face à l'histoire qui s'écrit à notre place. Souvent par des momies qui confisquent le futur. Mais je n'ai nommé personne, je n'ai nommé aucun pays, je n'ai cité aucune personnalité, mais suivez mon regard. Voilà, on va prendre les Red Ops. Vous voyez, les Red Ops qui valorisent la performance avant tout. Vous êtes inspiré de quoi pour parler des Red Ops? Bon, les Red Ops. Ah, je prononce même mal, hein. Là, c'est une référence à une chanson de rap que j'avais beaucoup aimée, qui est sortie en 2015. Bref, à l'époque, j'ai écouté ça quand j'ai commencé à la rédaction, donc je me suis dit, ah oui, ça sonne bien, je vais mettre ça dans le récit. On parle de Red Ops à cause des différentes couleurs des bérets dans les corps armés. Bérets rouges, bérets noirs, bérets verts. Alors là, il y a une petite différenciation. On a les troupes régulières, donc les Blue Ops. Il y a les troupes, les unités spéciales qui sont dans le renseignement, le contre-renseignement. Et même là, on a un peu une action, disons, anti-insurrection. Donc, c'est cette dichotomie-là. D'un côté, on a les troupes régulières, de l'autre côté, on a l'équivalent de la CIA en quelque sorte. Donc, c'est cette unité d'élite qui sont chargées du renseignement, de l'espionnage, la collecte d'informations, et qui, lorsqu'Atine raconte le passé de Elebir, la planète où il se trouve, lorsqu'elle raconte ça, on voit une autre facette du roi Zand. On voit une autre facette du royaume du Nord, on voit une autre facette de l'Alliance elle-même. Et là, on se rend compte que les Red Ops, et là je reviens sur la CIA justement, déstabilisation, bras armés de la puissance un peu colonialiste, bras armés de la puissance impérialiste également. Il y a ce sous-entendu là, qui est un peu, comment dire ça, fil conducteur, mais ça c'est pas seulement dans ce roman, c'est jusqu'à la conclusion du récit. C'est le fil conducteur de cette réflexion qui est poussée notamment autour des personnages comme Iria, comme Georges, comme Jade, des personnages qui ont un très rapport à la puissance publique, un rapport à l'État, un rapport à la dimension politique, donc où ils commencent dans le récit en étant très loyaux, très fidèles à la couronne, très fidèles au roi Zand. Mais au fur et à mesure des révélations, il y a un retournement de situation. Disons que leurs allégeances seront remises en question. Au fur et à mesure qu'ils en apprendront plus sur le monde dans lequel ils sont et sur les conséquences de leurs actions en tant que membres des forces armées. Bon, pour essayer de mettre, j'essaie de préparer un tout petit résumé du premier chapitre, en espérant ne pas... Bon, je trouvais que c'était un peu intéressant de donner un aperçu du chapitre. Donc, j'ai essayé de vous résumer quelque chose en disant que l'histoire donc s'ouvre sur Zeïblitz.
Voilà, un jeune homme de 20 ans qui se réveille dans sa cabine à bord d'une navette militaire en route vers la planète Polaris. Après un long voyage spatial, il constate qu'il a enfin atteint, voilà, sa destination assistée par Codex, une intelligence artificielle embarquée. Il découvre la lumière de Polaris dominée par la grande étoile jeune Hilda. Après, il sort rapidement pour rejoindre les autres recrues militaires. Donc, Georges, Jade, en fait, ils vont à une cérémonie. Voilà, ils vont à une cérémonie pour couronner leur formation militaire. La fin de leur formation, leur intégration aux troupes. Voilà, armées. Alors, est-ce que dans le personnage de Georges, on ne retrouve un peu les qualités de Curtis? Oh non. C'était juste pour vous taquiner, vous inquiétez pas. Georges est en quelque sorte mon contraire. Georges est mon antithèse. Si on recherche un peu plus quel personnage on ressemble, je dirais plus Zaybitz, un peu Iria, un peu Jade aussi. Mais Georges est mon antithèse. Parce qu'en quelque sorte, c'est le perturbateur que je ne suis pas, c'est le farceur que je ne suis pas, c'est le négligent que je ne suis pas forcément. Disons que je suis plutôt quelqu'un de minutieux, quelqu'un de... Comment dire ça, travailleur, pas forcément, il y a une grosse dose de paresse à l'intérieur également, mais plus porté sur l'intellect, plus porté sur la réflexion avant d'agir. Georges est plus dans l'instantané, il est plus dans l'instant présent. C'est mon antithèse. Mais en termes d'inspiration pour les personnages, oui, il y a des personnes dans la réalité, il y a des personnages fictifs également, auxquels ils renvoient. Je me suis beaucoup inspiré, j'ai essayé de mélanger les deux pour proposer un mélange donc inédit, sans oublier la dimension thématique à chaque fois, parce que je me dis qu'un personnage, si on veut le rendre plus mémorable, il faut lui attacher des thèmes qu'il va trimballer pendant tout son parcours, et lorsqu'il arrivera à maturité, en quelque sorte, on aura la réponse aux questions qui se posaient dès le début. Par exemple, avec Zaybitz, vous avez noté la dimension de vengeance. Est-ce qu'on agit par vengeance? Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'il n'est pas dans un contexte qui l'appelle justement à dépasser ses intérêts personnels pour se focaliser sur les intérêts du plus grand nombre? C'est un peu la question qu'il lui-même se pose au chapitre 3, au chapitre 4, quand il découvre son affectation. Avec Jade et Georges, on a deux orphelins de guerre également, mais qui, en quelque sorte, ont rejoint les troupes armées pour défendre ceux qui n'auront pas la capacité. D'où leur loyauté très forte vis-à-vis du royaume du Nord, vis-à-vis de l'Alliance, vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis du roi Zhang. Donc c'est cette loyauté-là, cette allégeance qui sera appelée à changer au fur et à mesure. On a Iria, elle au début du récit, c'est la princesse, qui veut se prouver, qui veut prouver sa valeur. Qui se sent, comment dire, surprotégée et sous-estimée par son père. Et elle veut faire ses preuves. Exactement. Elle veut faire ses preuves, mais au final, qu'est-ce qu'elle apprend avec Altine à la fin du récit? C'est que son père n'est pas tout clair. Son père n'a pas toujours été tout clair avec elle. Il y a cette ombre il y a ces ombres qu'elle tire au clair. Il y a ces secrets qu'elle découvre. Exactement. Il y a, en quelque sorte, la manière dont elle s'imagine, dont elle s'imaginait entrer et s'installer dans le monde en tant que personne qui s'affirme. Ça va l'obliger à revoir ses allégeances également. Exactement. Et j'avoue que la dimension de vos personnages sont tellement symboliques et chacun incarne une valeur très spéciale. Et moi, pour moi, dans le texte, les personnages sont très enrichis, les personnages sont très fouillés. Parce que chacun porte correctement, voilà, ce qu'il est venu faire, ce pourquoi il est destiné à accomplir et à faire. Et là, moi, mon personnage, c'est Atine 677, voilà. Ce qui est un personnage fascinant, fort, spirituel, mais tourmenté. Je me suis posé, que représente pour vous? Que représente-t-elle, en fait, pour l'auteur? Je me suis inspiré de nos contes. Exactement. Par exemple, notamment la partie où il y a ces personnages, il y a un concept récurrent. Dans nos contes, le concept du génie. Exact. Où on arrive dans un lieu et effectivement, on est sous l'autorité d'une entité du génie. Le maître des lieux où on se trouve. C'est ce que représente Atine dans le récit. En quelque sorte, c'est une incarnation de la nature, mais la nature avec une personnalité assez forte et du répondant. Avec
ses intérêts à elle, les intérêts de ses sujets également qu'on rencontre dans le récit. Les livresques, si vous souhaitez lire Enfant du firmament de Curtis Nna, le livre est disponible sur Amazon. Pour le public du Gabon, chers lecteurs, le texte est disponible au prix de 10 000 francs auprès de l'auteur. Toutefois, nous vous prions de vous rapprocher de la maison de la presse si vous souhaitez commander plusieurs exemplaires. Mais la tradition reste la tradition. On achète le livre avec l'auteur pour avoir la plus belle dédicace. L'exercice s'intitule Et si ton livre était? Et si ton livre était une musique, laquelle et pourquoi? Ouf. On réfléchit pas. Non, justement. Au moment de la rédaction, j'écoutais beaucoup de musique très variée. Donc, s'il faut m'arrêter sur une seule chanson en particulier, c'est compliqué. On passe? Dedication. D'accord. Par Nipsey Hussle et Kendrick Lamar. J'ai fait beaucoup ça à l'époque. Pourquoi? Parce qu'au moment où j'écris ce livre, son album Victory Lap vient de sortir. Mais en même temps, il est mort, il a été fusillé le 31 mars 2019. Donc au moment où j'écrivais les chapitres 11, 12, 13 et 14. Donc son album était en rotation, en grosse rotation pendant ces sessions d'écriture. D'accord. Donc voilà. Et si ton livre était un sport? Football. Une émotion? La joie. Une couleur de l'univers? Le rouge. Un élément, air, feu, eau, terre? L'électricité. D'accord. Un animal de science-fiction? Un dragon. Une phrase de philosophie? Laquelle guiderait votre histoire? L'art, c'est mentir pour mieux présenter la réalité. L'art. Souvent attribué à Pablo Picasso. L'art, c'est mentir pour mieux présenter la réalité. Et si ton livre était une saison? Oh, grande saison des pluies. D'accord. Et si ton livre était un code? Un code? C'est code. Un code secret. Code. Un code secret. Un code secret. Quand je donne une combinaison. Ben oui, un code ou bien même avant. Le mot de passe, c'est tous les mêmes mots, hein. Oh, faut pas que je sorte le même mot. On passe? D'accord. Et si ton livre était un signe traditionnel? Une cita. Une cita. Merci beaucoup à Curtis Nna d'avoir joué à Et si ton livre était. Alors, avant de nous séparer, Curtis, est-ce que vous avez des auteurs gabonais que vous lisez actuellement? Alors, là, Curtis, il s'est levé pour aller prendre ses livres pour vous prouver qu'il a fait de la littérature gabonaise. Ce sont mes derniers achats qui m'ont eu une dédicace. Je vais vous afficher ça. Bien affiché. On va zoomer ça. L'affiche. C'est pas le paraître, c'est le réel. Donc voilà, je suis un grand consommateur de littérature gabonaise. Donc depuis mon retour, j'essaie de lire un peu les auteurs contemporains et actuels. Donc voici mes deux derniers achats. D'accord. Donc Musungu Cappuccino. J'étais à la rencontre littéraire organisée par Marcel, l'auteur. Donc j'ai lu une première fois. Mais maintenant, la deuxième lecture, en vue de publier une critique sur mes pages, c'est un peu compliqué parce que moi, c'est la nuit. Or, actuellement, la nuit, il y a les coupures de courant. Donc, c'est un peu compliqué de me retrouver à lire, mettre le téléphone. En plus, mes yeux ne supportent plus ce genre de pratique là. Ça fait longtemps, tout ça, c'est compliqué. Donc, ça, c'est ma grosse lecture. Et un jeune frère qui est à l'UOB actuellement, il a écrit ce polar. Donc, je vais l'attaquer lorsque j'aurai publié la critique de Musungu Cappuccino. Merci beaucoup, Curtis. Avec Freddy l'a dit, c'est pas l'oreille, c'est pas le paraître, c'est le réel. Merci beaucoup, Curtis. Alors, pour nous séparer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Alors, votre mot de la fin. Achetez Enfant du firmament sur ma page, j'aurai mon numéro, bien sûr. Mais si vous êtes un peu fauché, ce sont des choses qui arrivent, pas seulement en janvier, vous pouvez passer à l'Institut français
Le livre peut être emprunté ou lu sur place à la médiathèque. Merci à Curtis Luna de nous avoir partagé son expérience autour de la science-fiction, sa première aventure en tant qu'écrivain. Alors, les amis, ce roman nous rappelle que la science-fiction n'est pas une fuite, comme certains le disent. C'est un retour différent sur notre monde, nos failles et je dirais ici notre courage. Zeynith, Zhang, Atin et bien d'autres nous parlent de nos propres combats, de nos limites qui deviennent des ailes et de cette envie, malgré la gravité, de continuer à se relever. Certes que ce sont des combats entre planètes et autres, mais on est tous concernés. Ce livre n'est pas qu'une aventure dans l'espace, je vous le rappelle, c'est un voyage intérieur, une quête de sens, un appel à la résilience. Alors les amis, nous refermons cette porte aujourd'hui, mais nous gardons la clé pour la suite afin d'ouvrir le tome 2. On est presque. C'est par ici que s'achève notre émission Portrait Livresse. Mais attention, on n'oublie pas la tradition en appliquant les gestes viraux. Likez, partagez, commentez la vidéo de peur de me fâcher. Ciao!